Je sentais encore le goût piquant de l'antiseptique de l'hôpital au fond de ma gorge 5 jours après l'accouchement. Léo dormait contre ma poitrine, incroyablement léger, mais dégageant une chaleur qui pénétrait jusqu'à mes os. Je le serrais comme si l'univers lui-même risquait de se briser si je relâchais mon étreinte. L'infirmière sourit en soulevant mon sac de voyage presque vide. « Félicitations pour votre sortie, Madame Thorne. Le petit Léo est en parfaite santé. » Le sac ne contenait que quelques vêtements de rechange pour lui et les papiers de sortie. Sa légèreté semblait être une condamnation silencieuse de la manière dont j'avais été totalement coupé de tout ce qui m'appartenait autrefois. À l'extérieur de la chambre, Caleb était appuyé contre le mur, les bras croisés, les yeux rivés sur son téléphone. Il faisait défiler l'écran sans interruption, la lumière bleue peignant son visage d'une froide indifférence. Même lorsque l'infirmière l'appela d'un ton faussement joyeux, « Monsieur Thorne, votre femme est prête », il ne leva les yeux qu'après un retard délibéré, l'irritation déjà gravée dans les rides autour de sa bouche. Il fourra le téléphone dans sa poche, se dirigea vers nous et prit le sac des mains de l'infirmière sans un mot de remerciement. Pas un regard pour Léo. Pas de bras tendus pour la femme encore endolorie par une césarienne. Voiture garée. On y va. Il fit demi-tour et s'en alla. Je le suivis parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Le vent d'automne traversait mon mince gilet et fit bouger Léo. Je resserrai ma prise. La seule pensée dans ma tête était un mantra désespéré, le garder au chaud. Dans l'allée circulaire se trouvait la Maybach d'un noir de jet que mon père m'avait offerte pour mes 20 ans. Depuis le mariage, Caleb la conduisait presque exclusivement, la traitant comme la preuve visible de son statut naissant de PDG de start-up technologique. Je m'avais permis un petit espoir insensé qu'il ouvrirait la portière arrière, nous installerait doucement, Léo et moi, à l'intérieur, et peut-être, juste peut-être, dirait quelque chose d'humain. Tu as bien travaillé, ou n'importe quoi d'autre. Il passa directement devant la voiture. Je m'arrêtai comme si l'asphalte avait fait pousser des racines autour de mes pieds. Mon esprit se viola. Caleb. Ce nom sortit de ma bouche dans un murmure étouffé. Il se retourna, le visage renfrogné. « Qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai dit par ici. » Une pointe de douleur aiguë et brûlante se fit sentir le long de la cicatrice. Je me forçai à avancer, une angoisse froide se propageant en moi comme du brouillard. « On ne prend pas la voiture pour rentrer ?» Il pointa le menton vers le plan de la ligne de bus comme si j'avais posé la question la plus stupide qui soit. « Tu prends ça. » De sa poche, il sortit un billet de $20 froissé et une poignée de monnaie, puis poussa le métal froid dans ma paume. « Ça te mènera à l'appartement. Mes parents et ma sœur viennent aujourd'hui. Je les emmène dans ce nouveau steakhouse du Meatpacking District. J'ai déjà fait la réservation. Je ne peux pas être en retard. » Je regardais les pièces, puis l'homme qui avait juré un jour de m'aimer. Dans mes bras, notre fils de 5 jours respirait doucement. « Caleb, je suis sorti de l'hôpital il y a moins d'1 heure. Cela fait 5 jours que j'ai subi l'opération. Léo a 5 jours. Tu me dis de le prendre dans un bus de la ville ? » Il balaya l'objection d'un geste plein de mépris. « Ne sois pas dramatique. Ma sœur était sur pied 3 jours après avoir eu son gosse. Ce n'est même pas l'heure de pointe. Il y aura des places. Dépêche-toi. Ils sont presque là. » Comme s'ils avaient été invoqués, les phares de la Maybach clignotèrent 2 fois. Les parents de Caleb et sa sœur Brenda sortirent d'une autre sortie, en riant, et montèrent dans ma voiture avec l'aisance familière de personnes qui y avaient toujours eu leur place. Ils ne tournèrent pas une seule fois le regard vers moi. « Tiens, ton bus est là. Vas-y », Caleb me poussa légèrement vers le trottoir. « Détends-toi à la maison. Il y a des restes dans le frigo. Réchauffe quelque chose. » Il se glissa sur le siège conducteur et démarra. Les feux arrière rouges disparurent dans le flux de la circulation urbaine, me laissant seul avec un nouveau-né et une poignée de monnaie. Le bus arriva dans un grincement de ferraille. L'air à l'intérieur sentait la poussière et les gaz d'échappement. Chaque marche à monter envoyait un nouveau coup de poignard de douleur dans mon abdomen. J'insérai le billet froissé dans la boîte de paiement. Le chauffeur jeta un coup d'œil à la femme pâle qui tenait un bébé et ne dit rien. Je me laissai tomber sur un siège près de la fenêtre. Quand le bus fit une embardée vers l'avant, la cicatrice me fit hurler intérieurement et je retins un gémissement. Dehors, la ville scintillait, les gratte-ciel, les avenues polies, ce monde que j'avais autrefois arpenté sans crainte.
Les 2 dernières années avec Caleb défilèrent derrière mes yeux. J'avais caché le nom de Sterling, désespérément en quête d'un amour qui n'avait rien à voir avec la richesse de ma famille. Au début, il avait été doux, presque tendre. Le changement avait été lent et délibéré, d'abord après la grossesse, puis plus brutalement une fois qu'il avait décroché son premier projet d'envergure grâce aux connexions Sterling. Sa mère et sa sœur avaient commencé à me traiter de chercheuse d'or en face. La maison des Thorne n'avait jamais été le foyer que j'avais imaginé. C'était un marécage dans lequel j'étais entré les yeux fermés. À un feu rouge, la Maybach s'arrêta à côté du bus. À travers les vitres teintées, je les vis rire. Caleb se tourna vers Brenda sur le siège passager, son profil éclairé par un sourire sincère et détendu. Le genre de sourire qu'il ne m'avait pas adressé depuis des mois. Quelque chose en moi se figea. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la clarté, pure et absolue, suivie d'une rage plus froide que le vent d'automne. Le feu changea. La Maybach s'élança vers l'avant et disparut. Je regardais le visage endormi de Léo. Sa petite bouche bougeait dans un rêve. Je déverrouillai mon téléphone, fis défiler l'écran jusqu'à un contact que je n'avais encore jamais appelé moi-même, et appuyai sur appeler. Ça sonna une fois. Cordelia, la voix de mon père, grave et déjà teintée d'inquiétude. Je pris une inspiration qui avait un goût de sang, d'antiseptique et de gaz d'échappement de bus. « Papa, dis-je, les mots calmes mais forgés d'acier. Peux-tu m'aider ? Je veux le quitter. » L'inquiétude disparut, remplacée par une fureur contrôlée si froide qu'elle aurait pu geler l'Hudson. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Où êtes-vous, toi et mon petit-fils ? » Je lui racontai tout avec des phrases plates et précises. La poignée de monnaie, le bus, le steakhouse, la Maybach qui m'appartenait. Ma voix ne se brisa qu'une seule fois. Un silence de mort s'étira au bout du fil. Quand Harrison Sterling parla de nouveau, sa voix était basse et absolue. « Écoute-moi. C'est fini. Tu ne souffriras pas une seconde de plus. J'envoie quelqu'un tout de suite. Ne retourne pas à cet appartement. Je m'occupe du reste. » Il n'avait pas besoin d'expliquer. La promesse seule portait le poids d'une machine déjà en marche. Le bus continua sa route en brinque-ballant. Les conversations ordinaires des inconnus, les rues ordinaires derrière la vitre. Plus rien de tout cela n'appartenait au même monde. Le feu de la rage s'était mué en quelque chose de plus calme et de bien plus dangereux. Une certitude. Quand le bus s'arrêta enfin, je descendis avec précaution. Chaque pas était un nouveau rappel de la cicatrice. Je me tins devant l'immeuble d'avant-guerre sans ascenseur que Caleb et moi avions autrefois appelé notre nid d'amour. Trop épuisé même pour chercher mes clés. Un SUV noir glissa jusqu'à s'arrêter derrière moi. Une Rolls-Royce Cullinan dont la simple présence faisait se retourner les passants. La portière arrière s'ouvrit. Monsieur Grave, l'assistant exécutif de mon père depuis 20 ans, en sortit en costume noir et gants blancs. Mademoiselle Sterling, s'inclina-t-il. Monsieur Sterling m'a envoyé pour vous ramener, vous et le jeune maître, à la maison. Derrière lui, 2 jeunes femmes en uniforme impeccable, une infirmière pour bébé et une infirmière postpartum, s'activèrent avec une efficacité tranquille. L'une prit Léo de mes bras avec un soin professionnel parfait. L'autre soutint mon coude pour qu'aucune tension ne touche la cicatrice. Je les laissai me guider vers l'intérieur en cuir souple. L'air y était chaud et propre, à un univers de distance du bus. La voiture démarra, laissant derrière elle l'appartement et les 2 années que j'y avais passées par amour, comme du linge sale. Notre destination était Queens. C'était le domaine Sterling à Greenwich, dans le Connecticut, la maison où j'avais grandi. Monsieur Grave conduisait en silence. Les infirmières firent des vérifications. Léo m'offrit de l'eau, drapa une couverture en cachemire sur mes genoux. Tout était fluide. Je fermai les yeux. L'épuisement m'envahit. Pourtant, mon esprit restait aiguisé comme un rasoir. 2 ans à croire que je l'aimais. 2 ans à endurer les insultes, à accepter un mode de vie modeste, à prétendre que la famille Thorne était autre chose qu'une meute de hyènes. Tout cela n'avait été qu'une misérable illusion de ma propre création. Il n'y avait jamais eu de véritable amour, seulement un homme stupide devenu arrogant sans comprendre le trésor qu'on lui avait confié, et une famille qui s'était ruée sur la proie. La voiture passa les grilles en fer, remonta une longue allée sinueuse et s'arrêta devant un manoir qui ressemblait à un château moderne.
Mon père se tenait en haut des marches, vêtu d'un cardigan en cachemire bleu marine. Il ignora tous les autres, son regard se fixant d'abord sur moi, puis sur le bébé dans les bras de l'infirmière. « Papa », ma voix s'étrangla. Il ne m'étreignit pas. Il prit mon visage dans ses deux mains, d'une prise ferme, puis fit signe à l'infirmière de lui apporter Léo. Pour la première fois, il tint son petit-fils. De la tendresse, de la pitié et une rage volcanique contenue par sa seule volonté passèrent sur son visage. « Tu es à la maison », dit-il. C'est tout ce qui importe. Entouré par le personnel, j'entrai dans le grand hall d'entrée. Les sols en marbre brillaient comme des miroirs. Un lustre en cristal diffusait une douce lumière. Une légère odeur de bois de santal flottait dans l'air. C'était le monde dans lequel j'étais né, le monde que j'avais volontairement abandonné. Mon ancienne chambre m'attendait exactement telle que je l'avais laissée, à l'exception d'un berceau haut de gamme et d'articles pour bébé soigneusement choisis disposés dans un coin, comme si l'on avait toujours su que je reviendrais. Le médecin de famille nous examina tous les deux et nous déclara hors de danger à condition de nous reposer. Une infirmière refit le pansement de la cicatrice. Une femme de chambre m'aida à enfiler un pyjama en soie douce. Une soupe chaude arriva sur un plateau d'argent. Quand nous fûmes enfin seuls, mon père s'assit en face de moi. « Dis-moi tout », dit-il. Depuis le début. Tenant une tasse de lait chaud, je commençai. Je lui parlais de la sortie de l'hôpital, de la poignée de monnaie, de la Maybach qui s'éloignait avec sa famille, du sourire que j'avais vu à travers la vitre du bus. Mon ton restait plat, comme si je lisais un rapport sur un inconnu. L'expression de Harrison ne changea jamais, mais ses articulations devinrent blanches là où ses mains reposaient sur ses genoux. Quand j'eus fini, le silence envahit la pièce. Il se leva, s'approcha et me caressa maladroitement les cheveux. À cet instant, le barrage céda. Un sanglot se libéra, le son d'un enfant qui avait enfin trouvé la sécurité. Sa grande main continuait de me caresser la tête en silence. « C'est fini », dit-il doucement. « Tu ne souffriras plus. Désormais, Sterling Holdings sera ton bouclier et celui du petit. Je ne laisserai plus jamais personne lever le petit doigt sur l'un de vous. Fais ce que tu veux. Même si le ciel tombe, ton père le soutiendra. » La sonnerie stridente d'un téléphone coupa le silence. Un instant plus tard, Monsieur Grave apparut, l'air troublé. « Monsieur Sterling, il y a un appel pour Mademoiselle Cordelia. » C'est Monsieur Thorne. Il exige de savoir où se trouve sa femme et se plaint qu'il n'y a pas de nourriture dans le réfrigérateur. Il souhaite savoir où elle est partie vadrouiller. Les derniers fragments de toute affection restante tombèrent en poussière. Pas de nourriture dans le réfrigérateur. Où es-tu parti vadrouiller? Ce n'étaient pas les mots d'un mari 5 jours après la césarienne de sa femme. C'étaient les mots d'un maître réprimandant un serviteur négligent. Harrison vit la couleur quitter mon visage. Il retira sa main de mon épaule et parla calmement. Raccrocher le téléphone et bloquer tous les appels de Caleb Thorne vers ce domaine. Il ne doit plus jamais être mis en relation. Très bien, monsieur. Monsieur Grave repartit. Il ne restait plus que le père, la fille et le bébé qui respiraient calmement. Harrison se dirigea vers le massif bureau en acajou et décrocha la ligne interne. Son dos était aussi large qu'une montagne. Je pouvais sentir la rage volcanique bouillonner juste sous la surface. C'est moi. Sa voix au téléphone était calme, mais son timbre grave exerçait une pression absolue. Pierce, désolé de t'appeler si tard. C'est une question urgente concernant NextGen Innovation de Caleb Thorne, l'entreprise que tu finances dans ton cycle de série B. Oui. Ne me demande pas de raison. À compter de ce moment, Sterling Holdings a décidé de couper tout soutien. Je veux que tu agisses immédiatement pour récupérer ton investissement. Il y a une violation substantielle de la clause de relation de confiance. Utilise-la. Informe les autres investisseurs de la position de Sterling. Je parlerai moi-même au président de la Metro Urban Bank. Demain matin, à la première heure, le principal créancier de son entreprise enverra une équipe pour une évaluation d'urgence des actifs. Bien. 48 heures. En moins de 48 heures, je veux que le nom de NextGen Innovation soit rayé de la carte du capital risque. Il raccrocha d'un clic décisif, une conversation unilatérale qui n'avait duré que quelques minutes. Je comprenais parfaitement. C'était une condamnation à mort. D'un seul mot de mon père,
le château de sable que Caleb pensait avoir construit allait être balayé. L'argent et les gens disparaîtraient comme une marée descendante. C'était le véritable pouvoir du nom Sterling. La force commença à refluer dans les espaces vides en moi. Je n'étais plus la femme faible forcée de monter dans un bus avec des restes froids qui l'attendaient à la maison. Je me levai et marchai vers le berceau. La petite poitrine de Léo se soulevait et s'abaissait. Pour protéger l'avenir de cet enfant, je pouvais devenir tout ce que le monde exigeait. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était une bataille pour un avenir dans lequel mon fils ne serait plus jamais traité comme un inconvénient. Pendant que je me douchais, laissant l'eau chaude apaiser la cicatrice encore sensible, le destin de Caleb continuait de rouler au-delà du point de non-retour. Quand je sortis, mon téléphone laissé à côté de mes vêtements de rechange vibrait follement. Le nom de Caleb remplissait l'écran. Je le fixai pendant plusieurs secondes, puis répondis. Ses cris furieux éclatèrent instantanément, mêlés aux voix perçantes de sa mère et de sa sœur. « Cordelia, où diable es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone de la maison? Mes parents sont là et la maison est vide. Il n'y a pas de nourriture dans le frigo. Quel genre d'épouse es-tu? Ne pense pas que tu peux t'en sortir comme ça juste parce que tu te prends pour la femme d'un grand PDG. » Je pris une inspiration tranquille et parlai d'une voix dépourvue de toute émotion. « Monsieur Thorne, Léo et moi sommes dans la maison de ma famille à Greenwich, dans le Connecticut. » Les cris s'arrêtèrent. Le bruit de fond se tut. Il avait dû couvrir le combiné. Après quelques secondes, sa voix revint, mélange de confusion et de rage contenue. « Cordelia, de quoi tu parles? Ta maison familiale? Quelle maison familiale? Tu n'avais pas dit que ton père était pomiculteur dans le nord de l'État de New York? Ne me dis pas que tu as pris mon fils et que tu t'es enfui dans un bled paumé. Reviens ici tout de suite. Arrête ce jeu stupide. » Dans son esprit, j'étais encore une femme capricieuse qui faisait un caprice. Le fait qu'il s'imagine ma maison familiale comme une ferme délabrée était si pathétique que je ne ressentis qu'une pitié infinie. Continuer la conversation était une perte d'oxygène. Je raccrochai sans un mot de plus et maintins le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Le monde devint silencieux. Je fixai le rectangle noir dans ma main. L'histoire de la chute d'un homme avait déjà commencé, et la personne qui avait appuyé sur la gâchette, c'était moi. J'étais la résonance, la réalisatrice et l'unique public. Contemplant le panorama étincelant de la skyline de New York au loin, je chuchotai, « Tu n'en as toujours aucune idée, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée de qui et de quoi tu as fait ton ennemi. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je dormis profondément et sans rêve. Je n'avais aucun moyen de savoir que, dans une tour de la ville, Caleb Thorne passait une nuit blanche de panique, recevant des appels concernant des retraits d'investissements inexplicables qui n'étaient rien de moins qu'une condamnation à mort pour son entreprise. Sa tragédie ne faisait que commencer. Je sortis du sommeil comme un plongeur refait surface depuis les eaux profondes. Un mince filet de lumière matinale glissait à travers les rideaux occultants. Le seul son était le ronronnement silencieux de l'humidificateur. Quand je m'assis, la douleur dans mon bas-ventre s'était atténuée. La paix mentale, semblait-il, accélérait la récupération physique. Une gentille infirmière en bleu clair ouvrit la porte. « Mademoiselle Sterling, êtes-vous réveillée? Le jeune maître vient de finir son lait et de changer sa couche. Il est très calme à la pouponnière. » J'acquiesçai et la suivis. Dans la pièce à la température parfaitement régulée, Léo était allongé dans un berceau d'une fabrication exquise, ses yeux clairs fixés sur le mobile au-dessus de lui. Son expression paisible était à 1000 lieues de celle du bébé brinque-ballé la veille dans un bus municipal pour quelques dollars. C'était le traitement que mon enfant devait recevoir. Une chaleur se propagea dans ma poitrine. M et Madame Sterling ont demandé que vous vous reposiez bien. Le petit déjeuner est prêt. Préféreriez-vous descendre ou préférez-vous que je vous l'apporte ici? Je vais descendre. J'avais été enfermé trop longtemps, le cœur fermé. J'avais besoin de bouger. Après m'être lavé et avoir enfilé un ensemble de détente en cachemire doux, je descendis l'escalier en colimaçon. Un petit déjeuner américain complet attendait sur la longue table de la salle à manger. Ma mère, Eleanor Sterling, qui ne perdait jamais son sang-froid en aucune circonstance, lisait les nouvelles sur une tablette. Elle leva les yeux, posa la tablette et sa voix s'emplit d'un soulagement et d'une sympathie indéniable. « Cordelia, ma chérie, viens t'asseoir ici.
comment te sens-tu? Est-ce que la cicatrice te fait encore mal? As-tu pris tes médicaments? Elle prit ma main et la caressa. Oui, maman. Ça va beaucoup mieux maintenant. Bien. Tant que tu es à la maison, c'est tout ce qui importe. Elle avait appris toute l'histoire de la bouche de Harrison la veille au soir. Elle ferma les yeux un instant. Des larmes brillèrent. Tiens, tu as traversé une épreuve si terrible, ma douce fille. Dès le début, je n'ai jamais eu confiance en cet homme. Ses yeux ne souriaient jamais. Mais tu étais si insistante. Enfin, cela ne sert à rien de dire cela maintenant. Elle me toucha la joue. Harrison entra en tenue de sport, brillant de sueur après son entraînement matinal. En me voyant, son expression sévère s'adoucit. Tu as plus de couleur que hier. Il s'assit. Monsieur Grave lui servit immédiatement une serviette chaude et du thé vert. Harrison s'essuya les mains et, comme s'il parlait du temps qu'il fait, alla droit au but. Concernant l'entreprise de Thorne, le premier investisseur a officiellement envoyé un avis de retrait de capitaux ce matin. La banque doit envoyer une équipe d'évaluation à 9h pile. Le projet de réaménagement du front de mer sur lequel il comptait a également été abandonné. Je remuais le porridge devant moi. Mon cœur était aussi calme qu'une mer sans vent. En fait, je ressentais un léger amusement sombre. Un ticket de bus à $20, des restes froids, et la ruine catastrophique à laquelle il faisait face à présent. Le contraste était si saisissant qu'il en était presque élégant. Y a-t-il eu d'autres appels de sa part cette nuit, demandai-je. Harrison but une gorgée de thé. Oui. Sur la ligne principale de la maison après 1h du matin. Monsieur Grave a répondu. Thorne était très agité, criant « Où est-elle » Dites-lui de rentrer maintenant. Grave, comme convenu, l'a simplement informé que toi et le bébé vous reposiez et ne deviez pas être dérangés, puis il a raccroché. Il était facile d'imaginer la rage à l'autre bout du fil. Il croyait toujours que je m'étais enfui dans une ferme de pommes dans le nord de l'État de New York. Quelle tête ferait-il en apprenant toute la vérité? Cette pensée était presque divertissante. Pendant le petit déjeuner, le téléphone du domaine sonna à nouveau. Après un bref échange, Monsieur Grave couvrit le combiné. Monsieur, c'est le père de Monsieur Thorne en ligne. Le front d'Eleanor se plissa. Harrison s'essuya la bouche avec une serviette. Quelles sont ces conditions? Monsieur Grave transmit quelques mots. Il dit qu'il souhaite vous parler, à vous ou à Madame Sterling, concernant l'affaire de Mademoiselle Cordelia et du bébé. Il suggère qu'il y a peut-être un malentendu. Un malentendu, se moqua Harrison. Le son était doux, mais il gela l'air de la salle à manger. Il parla distinctement pour que tout le monde l'entende. Grave, dites ceci à cet homme, ma fille, à 5 jours postpartum, a été forcée de prendre un bus public en tenant son nouveau-né à cause des actions de son digne fils, avec rien d'autre que $20 en main, tandis que son fils, j'ajoute, conduisait la voiture de ma fille pour savourer un somptueux dîner de steak avec toute sa famille. Dites-moi, où dans ces faits y a-t-il de la place pour discuter d'un malentendu? Ne devrait-il pas commencer par s'excuser pour le comportement de son fils? Monsieur Grave répéta les mots mot pour mot. Une voix d'homme troublé s'éleva du récepteur. Monsieur Grave répondit d'un ton poli mais glacial. Je m'excuse, Monsieur Thorne, mais Monsieur Sterling est au milieu de son petit déjeuner. Je dois vous laisser. Et il raccrocha. Ce rejet impitoyable et absolu était un coup plus puissant que 100 de mes paroles larmoyantes ne l'auraient jamais été. Je pris une bouchée de porridge. La nourriture chaude s'installa dans mon estomac, et cette chaleur m'apaisa d'une manière étrange et constante. Après le petit déjeuner, mon père annonça qu'il se rendait dans son bureau. En se levant, il jeta un regard en arrière. Cordelia, viens avec moi un instant. Je le suivis derrière les lourdes portes. Sur le massif bureau en acajou, un dossier épais attendait déjà. Harrison le fit glisser devant moi. Lis ceci. Son regard sérieux portait une signification bien plus lourde qu'un simple réconfort. J'attrapai le dossier d'une main tremblante. Ce que je tenais n'était pas un simple rapport. C'était l'autopsie froide et impitoyable du royaume fictif connu sous le nom de NextGen Innovation. À chaque page, mes doigts tremblaient et le sang quittait mon visage. Mis à nu sous forme de chiffres bruts et de textes glaçants se trouvait une réalité embourbée dans les mensonges et la saleté.
Bien loin des histoires de réussite glamour dont Caleb se vantait dans les interviews de magazines, état financier falsifié, un système complexe de détournement de fonds à travers plusieurs sociétés écrans. Des dettes massives liées à des investissements excessifs réalisés uniquement pour le paraître, un historique de prêts à court terme précaires répété comme une chaîne de Ponzi pour maintenir le tout à flot. Dans les marges se trouvaient d'innombrables notes de la main de mon père, des mémos indiquant la trahison d'un cadre en qui Caleb avait le plus confiance, les faiblesses financières de son plus gros client, un vice fatal caché dans le contrat avec un partenaire technologique étranger. C'était comme regarder un chirurgien expert marquer précisément les tumeurs cancéreuses sur la radiographie d'un patient. J'étais stupéfaite. Le succès de l'homme que j'avais aimé et en qui j'avais eu confiance n'était rien de plus qu'une illusion fragile et sale. La Maybach qu'il conduisait, les repas dans les restaurants chics, tout cela n'était que de la mise en scène pour une danse sur de la glace mince. C'est le vrai visage de l'homme que tu as choisi, et du royaume qu'il a construit, dit doucement Harrison en se tenant derrière moi. Sa voix contenait moins de colère qu'une profonde résignation et de la pitié. Cela a l'air prestigieux, mais les fondations sont pourries. Les piliers sont rongés par les termites. Cela pourrait s'effondrer à tout moment. Il y a d'innombrables hommes comme lui dans le monde. Il sortit un schéma unique du rapport et le plaça devant moi. Un organigramme décrivant plusieurs scénarios pour la destruction de NextGen Innovation. Ce sont ses vulnérabilités critiques. Le financement de NextGen dépend presque entièrement de la réputation de Sterling Holdings. La Metro Urban Bank le finance parce qu'elle croit que nous sommes derrière lui. Ses partenaires technologiques et ses principaux clients ressentent la même chose. Il ne s'associe pas avec Caleb Thorne. Il s'associe avec le gendre de Sterling. Il me regarda directement dans les yeux. Maintenant, la question est de savoir ce que nous faisons. Je peux retirer ma garantie de crédit. Une fois que Sterling se retirera, les autres investisseurs paniqueront et s'enfuiront. La banque gèlera immédiatement ses lignes de crédit et exigera le remboursement de ses prêts. C'est le moyen le plus rapide de tout faire s'écrouler. Es-tu sûr de vouloir t'engager dans cette voie? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. Je regardai l'analyse, puis je me rappelai le visage innocent de Léo dans le bus. Mes dernières hésitations s'évanouirent. Fais-le, dis-je d'une voix froide. Je veux qu'il perde tout. Puis j'ajoutai, mais j'ai une demande. Quand il aura tout perdu, abandonné par les banques, par ses clients, par ses partenaires, et même par sa propre famille. Dans son moment de désespoir le plus complet, laisse-moi être celle qui lui dira pourquoi tout cela est arrivé. Pas à cause d'un échec commercial, d'une mauvaise passe ou de la trahison de quelqu'un, mais à cause d'un seul acte, m'avoir dit, à 5 jours postpartum, de monter dans ce bus. Harrison vit dans mes yeux la même lueur impitoyable qu'il reconnaissait en lui-même. Il acquiesça, l'air satisfait et, juste un instant, un peu triste. Très bien, je vais préparer le terrain pour toi. Pendant ce temps, dans le bureau du président de NextGen Innovation, au sommet de la ville, Caleb était assis à son bureau, incapable de cacher son irritation. Il ne parvenait toujours pas à me joindre. Même si elle s'est enfuie dans une ferme, son attitude est une insulte. Elle ne s'en tirera pas comme ça quand elle reviendra, fulminait-il. La porte du bureau s'ouvrit à la volée sans qu'on y frappe. Sa secrétaire fit irruption, le visage pâle. « Monsieur, c'est terrible. Je viens de recevoir un appel de US Capital. Ils exigent le remboursement immédiat et intégral de leur investissement, invoquant une rupture de contrat. » Quoi? C'est ridicule. J'ai parlé à Pierce hier encore. À ce moment précis, la ligne interne retentit. C'était son directeur financier. Caleb, c'est grave. La Metro Urban Bank vient d'appeler. L'examen de notre prochain cycle de financement prévu pour la semaine prochaine a été suspendu. De plus, ils envoient une équipe d'évaluation d'urgence des actifs demain matin à la première heure. Ils ne pouvaient pas l'assimiler. Ce devait être une erreur. Une mauvaise plaisanterie. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Monsieur, ABC Corp est en ligne. Il se retire du projet en cours avec effet immédiat. Il ne donne pas de raison, juste une décision commerciale globale. Monsieur, un email d'urgence hautement prioritaire de notre partenaire technologique américain, Core. Il résilie l'accord de licence immédiatement. La raison invoquée est une atteinte importante à l'image de marque. Des cris et des appels de panique résonnaient dans tout le bureau.
Le sang quitta le visage de Caleb. Ses mains et ses pieds devinrent froids. Son cœur semblait prisonnier de la glace. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un détruisait son entreprise de manière systématique et délibérée. Un concurrent? Un ancien employé mécontent? Des visages défilèrent dans son esprit, mais aucun d'eux n'avait le pouvoir d'orchestrer une attaque de cette envergure. Il ne lui vint pas une seule fois à l'esprit que la source de tout cela était un simple coup de téléphone passé par la femme qu'il pensait avoir si habilement écarté avec $20 pour un ticket de bus. Dans une panique totale, il saisit son smartphone d'une main tremblante, tentant d'appeler son dernier recours, un lobbyiste politique influent doté de relations profondes. Il pouvait régler ça. Mais alors qu'il tapait le numéro, un message système impitoyable s'afficha à l'écran, le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est plus en service. Bloqué. Son téléphone glissa de sa main inerte. Caleb Thorne s'effondra lentement dans le fauteuil de président qu'il s'était construit. Les portes de l'enfer venaient de s'ouvrir silencieusement et complètement. Plusieurs jours passèrent après avoir pris cette décision cruciale dans le bureau de mon père. Ma vie quotidienne était d'un calme trompeur. La récupération postpartum se déroulait sans accroc. Le médecin me donna un avis de parfaite santé. Surtout, la présence de Léo, ses expressions devenant plus riches chaque jour, remplissait mon cœur d'une lumière chaude. Je pensais rarement aux jours cauchemardesques passés avec la famille Thorne désormais. Il semblait être le souvenir d'une vie antérieure, lointain et estompé. Un après-midi, alors que je profitais du soleil sur un banc du jardin avec Léo, Monsieur Grave s'approcha, arborant une rare expression de consternation. « Mademoiselle Sterling, un colis est arrivé à la grille principale de la part de Monsieur Thorne. Il a expressément demandé que vous le receviez personnellement. » Un colis de Caleb. Une légère ondulation troubla la surface calme de mon cœur. Serait-ce une lettre d'excuse ou les souvenirs que j'avais laissés à l'appartement? Qu'avait-il bien à dire? Laissant Léo avec la nounou, je me rendis dans le grand hall d'entrée. Là, sur le sol, se trouvait une boîte en carton sale, du genre de celle qu'on trouve dans un supermarché, fermée à la va-vite avec du ruban adhésif d'emballage. Pour Cordelia Sterling, était griffonné sur le côté d'une main rugueuse. La vue même de ce carton brisa les maigres espoirs que j'aurais pu avoir. « Ouvrez-le, s'il vous plaît. » Une jeune femme de chambre coupa soigneusement l'adhésif. En sortirent mes maigres effets personnels de ma vie avec Caleb, un peignoir usé, un ensemble de cosmétiques de supermarché, des magazines de maternité que j'avais lus pendant la grossesse, le tout entassé pêle-mêle comme des ordures. Au-dessus de tout cela se trouvait une unique feuille de papier pliée. Je la ramassai. En la dépliant, je vis l'écriture furieuse et presque illisible de Caleb, l'encre baveuse de frustration. « Cordelia, ça suffit avec ce numéro de disparition. Qu'est-ce que tu crois faire, bordel? T'enfuir avec le gosse. As-tu la moindre idée des ennuis que tu as causés à ma mère et à ma sœur? Voilà tes affaires. Reprends-les. La maison était une porcherie avec toutes tes babioles. Sois de retour aujourd'hui à midi. Sinon, je vais m'y mettre sérieusement et engager des poursuites judiciaires. N'oublie pas que tu es ma femme et que ce garçon est un Thorne. L'héritier de notre famille. » Je lus la lettre jusqu'au bout. L'expression inchangée. Pas de larmes. Pas de poussée de colère. Seulement un dégoût profond montant du fond de mon estomac et un mépris infini. Il ne comprenait toujours pas. Il n'avait aucune idée que son entreprise était au bord du gouffre, ni de qui s'apprêtait à l'y pousser. Tout ce à quoi il pensait, c'était à son propre désagrément, à l'agacement de voir sa propriété, sa femme et son enfant, ne pas être là où il le voulait. Cet homme était irrécupérable. Je froissai la lettre dans mon poing et, comme si je touchais quelque chose de souillé, je la jetai dans une corbeille à papier voisine. Monsieur Grave. Oui, mademoiselle Sterling. S'il vous plaît, jetez tout ce qui se trouve dans cette boîte. Les vêtements et les livres peuvent être donnés à des œuvres de charité. Les cosmétiques peuvent être jetés. Je ne veux plus jamais rien voir de tout cela. Comme vous voudrez. Voyant le rejet absolu dans ma voix et mon regard glacial, Monsieur Grave ne posa pas d'autres questions. Il donna des instructions et le carton offensant fut rapidement retiré de ma vue. Cette nuit-là, la famille Sterling tint son dîner de famille mensuel. Les frères de Harrison, mes oncles et mes cousins se rassemblèrent tous.
La conversation était chaleureuse, la nourriture exquise, l'atmosphère empreinte d'une solidarité tranquille. Personne ne prononça le nom de Caleb. C'était comme s'il avait déjà été effacé. Plus tard cette nuit-là, après que Léo se fut endormi, je me tins sur le balcon de ma suite et regardai les jardins du domaine. L'air était vif, les étoiles bien nettes. Je sentis les derniers fils de l'ancienne Cordelia, celle qui avait enduré, s'était excusée et s'était rabaissée, se rompre définitivement. À sa place se tenait quelqu'un de plus froid, de plus lucide et d'infiniment plus dangereux. La phase suivante de la destruction commença exactement comme mon père l'avait planifié. Les investisseurs s'enfuirent. Les banques exigèrent le remboursement des prêts. Les partenaires résilièrent les contrats. En l'espace de 48 heures, NextGen Innovation ne fut plus qu'un cratère fumant sur le paysage du capital risque. Les bureaux de Caleb dans la tour se vidèrent, ses employés se dispersèrent, sa précieuse Maybach, toujours immatriculée à mon nom, fut discrètement récupérée par Sterling Asset Management et conduite au garage du domaine. Je n'allais pas la voir. Je n'avais aucun désir de regarder la machine qui avait transporté mon humiliation. Quelques jours plus tard, le spectacle public commença. La mère de Caleb et Brenda, armés de pancartes de fortune écrites à la main et d'un mégaphone, apparurent à la grille principale de la communauté de Greenwich et commencèrent à hurler « Rendez-nous notre fils ! Rendez-nous notre petit-fils ! Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est une violation des droits de l'homme. » Elle se jetait sur les passants, le visage rouge, les yeux injectés de sang. Des voitures de luxe clashonnaient, des badauds filmaient. Monsieur Grave vint dans ma suite avec une tablette affichant le flux en direct de nos caméras de sécurité et des objectifs haute performance cachés de notre enquêteur. Je regardais ce carnaval de clowns avec une expression vide. Chaque geste laid, chaque parole stupide était méticuleusement enregistrée pour devenir la preuve parfaite de leur propre exécution sociale. Le tout orchestré au creux de la main de la famille Sterling. La voix de Harrison résonna sur la ligne interne, calme et précise. Attends avant d'appeler la police. Laisse-les mariner dans leur propre bêtise jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet de leur absurdité. Nous ne devons pas être les agresseurs. Nous devons être les pauvres victimes harcelées par des fous déraisonnables. Enregistre tout en haute définition. Ce sera une preuve inestimable plus tard. J'éteignis l'écran. Cela ne valait plus la peine d'être regardé. Quelques minutes plus tard, plusieurs voitures de police apparurent comme de nulle part, encerclant les lieux de manière silencieuse mais implacable. Vous êtes en état d'arrestation pour entrave aux affaires et diffamation. Vous allez devoir nous suivre au poste. Brenda et sa mère restèrent un instant interdites, puis se mirent à hurler de nouveau de manière hystérique. Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est nous les victimes ici. Leur résistance pathétique fut vaine face aux policiers impassibles. Toutes deux, ainsi que les hommes douteux qu'elles avaient engagés, furent emmenés sans ménagement et installés à l'arrière des voitures de patrouille comme des sacs poubelles. Toute la scène fut filmée sous tous les angles par les smartphones des passants et, dans l'ombre, par la caméra de qualité professionnelle de notre enquêteur. Ce soir-là, en première page du plus grand portail d'information en ligne du pays, grâce à une fuite soigneusement orchestrée, un titre sensationnel apparut, la famille d'un PDG déchu de la tech se livre à un saccage acharné dans un quartier exclusif. La vidéo choc révèle tout. L'article, tout en feignant un ton compatissant, était magistralement construit pour condamner les tornes. Il détaillait une gestion imprudente, des soupçons de fraude comptable, et la rumeur selon laquelle, à peine 5 jours après son accouchement, le PDG avait forcé sa femme et son nouveau-né à prendre un bus public pendant qu'il prenait sa voiture de luxe pour aller manger un steak en famille. Il suggérait que la colère tranquille de la puissante famille de l'épouse pourrait être la véritable histoire derrière la chute spectaculaire de l'entreprise. En moins d'une heure, la section des commentaires explosa. Le hashtag famille amère devint viral. Le pays tout entier se jeta sur ce drame sordide de la vie réelle. Il l'a bien mérité. Forcer sa femme à prendre le bus 5 jours après l'accouchement pour aller manger un steak. C'est un problème de personnalité. Je viens de voir la vidéo. Il se comporte comme de vrais voyous. Pas étonnant que sa boîte ait coulé. Allez, la famille de l'épouse. Écrasez-les complètement. Tatouage numérique. La vie de cette famille dans ce pays est finie. L'opinion publique se retourna complètement et massivement contre la famille Thorne.
Leur ultime appel au public s'était soldé par le pire résultat possible, l'exécution publique de leur propre vie sociale, de leurs propres mains. Dans ma suite, je lus tranquillement les articles et le flot de commentaires cinglants. Mon visage resta impassible. Un juste retour des choses, rien de plus. Il n'était pas nécessaire de me salir les mains. Ils se détruisaient eux-mêmes par leurs propres bêtises. Pendant ce temps, dans une salle d'interrogatoire lugubre, Brenda et sa mère faisaient face à une équipe d'avocats chevronnés dépêchés par la famille Sterling. L'un des avocats déclara calmement, chaque mot pesant un poids immense, en plus des poursuites pénales pour diffamation et entrave aux affaires. Nous nous apprêtons à déposer une plainte civile en dommages-intérêts pour l'atteinte à l'image de marque de la famille Sterling et le préjudice moral causé à mademoiselle Sterling. Nous réclamerons une indemnisation initiale d'un montant de 3 millions de dollars. À ce chiffre, la couleur quitta complètement leur visage. Elles comprirent enfin, jusqu'au fond de leurs os, qu'elles avaient jeté de la boue sur une entité quasi divine qu'elles n'auraient jamais dû contrarier. Elles n'avaient même plus la force de crier. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient parfaitement. J'éteignis la tablette et contemplai le paysage nocturne paisible. Tout était fini. Ou plutôt, j'y avais mis fin. Juste à ce moment-là, mon téléphone personnel sonna. Le nom sur l'écran était celui de l'avocate que j'avais personnellement engagée. « Bonjour, Madame Sterling. Toutes mes excuses pour l'heure tardive. J'ai du nouveau pour vous. » « Qu'est-ce que c'est ? » Nous venons de recevoir un appel du conseiller juridique de Caleb Thorne. Ils nous ont informé qu'ils accepteraient toutes nos conditions proposées sans condition. Ils demandent un accord à l'amiable complet. La nouvelle de la capitulation inconditionnelle de la famille Thorne n'apporta aucun sentiment de victoire à mon cœur. C'était simplement la conclusion inévitable, comme regarder un adversaire aux échecs qui, ayant été mis échec et mat, renverse tranquillement son roi. J'ordonnai froidement à mon avocate d'organiser la signature de l'accord de divorce le plus rapidement possible. Une semaine plus tard, le décor de cette cérémonie finale fut planté dans la suite royale de l'un des hôtels les plus luxueux de la ville, appartenant, bien sûr, à Sterling Holdings. La pièce, habituellement réservée aux chefs d'État et aux personnalités mondiales, ouvrait désormais ses lourdes portes dans le seul but de mettre un terme impitoyable à l'histoire d'une famille. Pour l'occasion, je choisis un tailleur pantalon noir ajusté. Ces lignes épurées semblaient symboliser ma résolution inébranlable. Mon maquillage était minimal, mais mes yeux portaient une lumière puissante capable de percer n'importe qui. Quand j'arrivai au dernier étage, le directeur général s'inclina profondément et m'escorta jusqu'à la suite. À l'intérieur, mon équipe juridique personnelle et les avocats d'élite de Sterling Holdings m'attendaient déjà, dégageant une aura de préparation impeccable. Ils se levèrent tous et s'inclinèrent à mon entrée. Je m'assis lentement dans un fauteuil majestueux semblable à un trône, placé près de la fenêtre. Sous mes yeux, la ville de New York s'étendait comme une maquette miniature dans le crépuscule. 15 minutes après l'heure convenue, un léger coup fut frappé à la porte. Caleb Thorne, accompagné de son avocat, entra dans la pièce. Toutes les personnes présentes retinrent leur souffle. L'homme qui entrait n'était plus qu'une coquille vide, ayant perdu jusqu'au contour d'un être humain. Il était encore plus maigre que lors de notre dernière rencontre, ses joues creusées d'une manière malsaine. Le costume bon marché et mal ajusté qu'il portait ressemblait à un vêtement d'occasion, et ses yeux vagues refusaient de se fixer sur quoi que ce soit dans la pièce. Il fixait un poing sur la moquette épaisse, le dos voûté comme un vieillard, et marchait d'un pas chancelant. Lorsqu'il me remarqua assise près de la fenêtre, dégageant une présence écrasante, les épaules de Caleb tressaillirent, comme s'il cherchait à protéger ses yeux d'une lumière aveuglante. Il baissa le regard et, poussé par son avocat, s'effondra faiblement sur une chaise de l'autre côté de la longue table. La vaste table qui nous séparait était la représentation physique de la distance entre nos deux vies, qui désormais ne se croiseraient plus jamais. Mon avocate principale se leva tranquillement. Sa voix froide brisa le lourd silence. Nous allons maintenant procéder à la signature de l'accord de divorce entre mademoiselle Cordelia Sterling et monsieur Caleb Thorne. Monsieur Thorne est votre avocat, je suppose que vous avez examiné le contenu à l'avance, mais pour confirmation finale, je vais lire à haute voix les points principaux. Elle baissa les yeux sur l'épais document qu'elle tenait entre ses mains. Sa voix était dépourvue de toute émotion. Seuls les faits, un par un, s'enfonçaient dans le cœur de Caleb comme des couteaux froids. Article 1er, la garde exclusive et physique de l'enfant mineur, Léo Sterling, est accordée à la mère, Cordelia Sterling. Article 2,
Caleb Thorne est dispensé de l'obligation de verser une pension alimentaire. Ceci est toutefois conditionné par la renonciation complète et totale au droit de visite permanent stipulé à l'article suivant. Article 3. Caleb Thorne, de sa propre volonté, renonce par la présente de manière permanente à tous ses droits de visite présents et futurs sur son fils, Leo Sterling, et s'interdit de tenter tout contact ou communication avec Cordelia Sterling, Leo Sterling ou l'un de leurs associés pour quelque motif que ce soit. Article 4. Concernant le partage des biens, les deux parties reconnaissent que les contributions de Cordelia Sterling et de sa famille, tant matérielles qu'immatérielles, ont été absolues dans la constitution de tous les actifs acquis pendant le mariage. Par conséquent, Caleb Thorne renonce totalement à toute réclamation sur le partage des biens. Article 5. Concernant les dommages-intérêts, Caleb Thorne admet avoir causé un préjudice moral et physique grave à Cordelia Sterling pendant le mariage et avoir gravement porté atteinte à sa réputation. En réparation de ces dommages, il versera à Cordelia Sterling la somme de 5 millions de dollars. Les modalités de paiement seront déterminées séparément. 5 millions de dollars. Alors que le chiffre était lu à haute voix, un gémissement étouffé s'échappa de la gorge de Caleb. « Attendez, s'il vous plaît. » C'était une voix aussi faible que le bourdonnement d'une mouche. « Je ne peux pas payer cette somme d'argent. Et ne plus jamais voir Léo. Je ne peux pas. » Il essaya de me regarder avec des yeux suppliants, mais mon regard resta fixé sur la vue du soir à l'extérieur de la fenêtre. Je ne me tournai pas une seule fois vers lui. Son avocat, assis à ses côtés, lui saisit doucement le bras avec un air de résignation totale. « Monsieur Thorne, signez. C'est le meilleur résultat possible que nous pouvions obtenir. Si nous combattons cela davantage, vous vous retrouverez absolument sans rien. » Ces mots furent le coup de grâce. Toute force quitta le corps de Caleb. Il s'affaissa sur sa chaise comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il se couvrit le visage de ses mains, et entre ses doigts, des sanglots étouffés d'animal commencèrent à s'échapper. Était-ce du regret, du désespoir ou de l'apitoiement sur lui-même face à son état pathétique? J'écoutais ces sanglots comme on écouterait une tempête lointaine, sans aucune émotion. Quelques minutes plus tard, Caleb leva son visage baigné de larmes. Ses yeux étaient injectés de sang et la lueur de la raison avait disparu. L'ultime lueur de supplication s'était transformée en une haine complète et abyssale. Cordelia Sterling, croassa-t-il. Tu es un monstre. Ce fut la dernière chose qu'il parvint à dire. Je ne le regardais toujours pas. Je fis simplement un signe du menton à l'avocat debout à côté de moi. Continuez. L'avocat fit glisser 2 exemplaires de l'accord et un stylo plume Mont Blanc au centre de la table. Monsieur Thorne, veuillez signer ici. Caleb saisit le stylo d'une main tremblante. Il lui semblait lourd comme un bloc de plomb. Il fixa la ligne de signature avec des yeux pleins de haine, puis me regarda une dernière fois. Son regard promettait de maudire cette vision, de me maudire pour l'éternité, même depuis les profondeurs de l'enfer. Finalement, comme résigné à son sort, et se pencha en avant. Il griffonna une signature furieuse, illisible mais indéniablement authentique, dans l'espace désigné. Après avoir signé, il jeta le stylo, s'adossa lourdement à sa chaise et ferma les yeux comme s'il ne pouvait plus supporter de rien voir. L'avocat de Caleb confirma la signature et ajouta la sienne. L'accord fut ensuite poussé silencieusement de l'autre côté de la table vers moi. Je pris un autre stylo, un stylo plume Cartier que j'avais apporté moi-même. Sans un instant d'hésitation, d'une écriture fluide et puissante, je signai « Cordelia Sterling ». Ces 2 mots étaient un témoignage plus éloquent que tout autre de ma rupture complète avec le passé et de ma déclaration inébranlable pour l'avenir. Après avoir signé et rebouché mon stylo, je me levai tranquillement. « Je vous laisse le reste », dis-je à mon équipe juridique. Puis, sans jeter un seul regard à l'homme effondré de l'autre côté de la table, je me dirigeai d'un pas majestueux vers la sortie. J'ouvris la lourde porte de la suite et sortis dans le couloir. À cet instant, la vue nocturne de New York, un tapis de diamants éparpillés, emplit les fenêtres polies. Je restai là un moment, silencieuse, contemplative devant cette mer de lumière. Une vie s'était terminée, et une autre était sur le point de commencer. Mon cœur débordait-il de l'exaltation de la victoire ou du vide qui suit la destruction totale? Je ne le savais pas moi-même. Mais une chose était sûre, je ne regarderai jamais en arrière. Ma nouvelle histoire commençait tranquillement là-bas, au-delà de ces innombrables lumières. Une semaine après la signature,
mon avocate m'appela pour m'informer que toutes les procédures légales étaient terminées. Le nom sur mes registres officiels, autrefois entaché d'un patronyme que je méprisais, avait été discrètement rétabli en ce qu'il aurait toujours dû être, Sterling. Je reçus la nouvelle alors que j'étais assise sur le canapé de ma suite, donnant le biberon à Léo. Il n'y eut pas de grande élection, pas d'exaltation, juste un sentiment de soulagement profond et tranquille, comme si j'enlevais enfin un costume serré et mal ajusté que j'avais été forcé de porter pendant des années. Dans le cadre de son rapport professionnel, l'avocate ajouta également froidement des nouvelles de la situation de Caleb Thorne. NextGen Innovation était déjà sous le contrôle d'un syndic de faillite, ses actifs restants étant liquidés jusqu'au dernier centime pour être distribués aux créanciers. L'appartement en hauteur qu'il considérait comme son dernier bastion avait été saisi par la banque et serait bientôt mis aux enchères. Lui personnellement portait désormais une dette de 5 millions de dollars de dommages-intérêts, une somme astronomique pour n'importe quelle personne ordinaire. C'était une croix qu'il porterait à jamais, car l'équipe juridique de Sterling avait structuré l'accord pour éviter qu'elle ne soit effacée par une faillite. Abandonné par ses amis, ses proches et même par la mère et la sœur qu'il avait autrefois adorées, il avait effectivement disparu de la société. Personne ne connaissait sa localisation exacte. Des rumeurs disaient qu'il travaillait comme journalier sous une fausse identité, se déplaçant entre des motels bon marché à la périphérie de la ville. J'écoutais le rapport tout en essuyant doucement une goutte de lait sur les lèvres de Léo. Je ne ressentis rien. Pas de haine, pas de pitié, pas de nostalgie pour l'homme que j'avais aimé autrefois. Le sort de Caleb était pour moi comme la lecture d'un article de journal sur un inconnu dans un pays étranger. Il n'était plus un personnage dans les histoires de ma vie. Il avait été rétrogradé au rang de simple information. Les débris du passé étaient déblayés sur les plans juridiques et sociaux. Mais un dernier déchet restait encore dans mon cœur, un poids lourd qu'il fallait régler. Quelques semaines après la finalisation du divorce, par une claire journée d'automne, je donnai un ordre à Monsieur Grave. Monsieur Grave, s'il vous plaît, faites amener cette Maybach du garage ouest devant l'entrée principale. Pendant un instant, il me regarda, essayant de deviner mon intention, mais il ne demanda rien. Tout de suite, Mademoiselle Sterling. Bientôt, dans le vrombissement sourd de son moteur, la voiture d'un noir de jet glissa dans l'allée circulaire. Sa carrosserie parfaitement polie reflétait le soleil d'automne, brillant comme si elle était mouillée. Ayant laissé Léo avec sa nounou, je me tins seul devant elle. La Maybach, symbole de célébration, cadeau de mon père pour mes 20 ans. Elle était devenue un outil pour la vanité et la cupidité de Caleb, et le réceptacle de la plus profonde humiliation de ma vie. Je touchai doucement son capot froid, la sensation lisse et dure remontant le long de mes doigts. Chaque fois que je voyais cette voiture, le vent froid à l'arrêt de bus, la poignée de monnaie, le son des rires de la famille de Caleb alors qu'il s'éloignait à l'intérieur. Tout me revenait en mémoire. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, ni de la haine. Ce qui montait dans ma poitrine était une pitié accablante pour mon moi passé. Comment n'avais-je pas pu le voir? Comment avais-je pu croire que j'aimais un homme pareil? Cette voiture n'était plus un symbole de fête. Cette voiture était l'incarnation de la Cordelia Sterling stupide et misérable du passé, qui avait été aveuglée par ses mensonges et avait perdu de vue sa propre valeur. Monsieur Grave, dis-je, les yeux toujours fixés sur la voiture. Je me débarrasse de cette voiture. Dois-je contacter le concessionnaire, Mademoiselle Sterling? Non. Je secouai la tête fermement. Faites vendre la voiture par la Sterling Asset Management Company par les canaux officiels et faites don de l'intégralité des bénéfices de manière anonyme au réseau national pour mettre fin aux violences domestiques. En êtes-vous sûr, Mademoiselle Sterling? Oui. Je détournai enfin le regard de la voiture pour contempler le ciel d'automne dégagé. Si cette voiture peut servir à aider des mères et des enfants qui, comme mon ancien moi, sont maltraités et isolés de la société, alors peut-être que l'humiliation qui y est gravée pourra être rachetée un temps soit peu. Il n'y avait plus aucune hésitation dans ma voix. Quelques jours plus tard, un grand camion de transport de véhicules pénétra silencieusement dans le vaste domaine des Sterling. C'était le jour où la Maybach devait être récupérée. Tenant Léo dans mes bras, je regardais la scène en silence depuis le grand balcon du 2e étage de la maison principale. Les ouvriers arrimèrent avec expertise la voiture noire sur le plateau du camion. Son moteur ne serait plus jamais démarré. Ce n'était plus une machine à conduire, mais une relique du passé qu'on emportait. Bientôt, le camion se mit en mouvement. La Maybach s'éloigna lentement du domaine où j'étais né et avait grandi.
Je regardai sans ciller. Elle franchit la longue allée sous les lourdes grilles en fer et disparut finalement du domaine. La lueur rouge de ses feux arrière s'évanouit au détour d'un virage de la route bordée d'arbres. À cet instant, une unique larme chaude traça un chemin sur ma joue. Ce n'était pas une larme d'affection persistante pour Caleb. Ce n'était pas une larme de nostalgie pour nos jours heureux. C'était une larme d'adieu à mon moi stupide du passé, cette femme pitoyable qui avait été blessée, qui avait enduré l'humiliation, qui s'était accrochée à l'illusion de l'amour. Avec cette larme, la Cordelia Sterling qui avait été la femme de Caleb Thorne mourut complètement. Le passé avait maintenant été réduit en cendres. J'essuyai brusquement la larme du revers de la main. Ce qui restait était un cœur étonnamment clair et serein. C'était comme si un poids lourd qui m'oppressait la poitrine depuis des années s'était volatilisé. Mon corps, mon âme se sentait léger. Bah. Léo gazouilla dans mes bras, un son dénué de sens mais si précieux. Je blottis doucement ma joue contre celle de mon fils. Il était chaud. Il était vivant. L'avenir était là. Ce soir-là, au dîner de famille, Harrison me regarda intensément avant que le repas ne commence. Puis, avec des yeux qui semblaient tout voir, il dit, « Tu sembles avoir tourné la page. » Je rencontrai le regard de mon père et souris sereinement. « Oui, papa. À partir d'aujourd'hui, mon passé est complètement terminé. » Il acquiesça profondément, satisfait. Ma mère, assise à mes côtés, sembla également soulagée et me serra doucement la main. « Alors le moment est parfait, » dit Harrison en dépliant sa serviette. Sa voix avait une résonance bien définie, annonçant le début d'un nouveau chapitre. La semaine prochaine a lieu le gala annuel du sommet économique au Plaza. Tu viendras avec moi. Oui, il est temps pour toi de voir le monde auquel tu appartiens, le nouveau monde dans lequel tu vivras désormais. L'invitation soudaine mais incontestable me prit de court un court instant. Mars, je ressentis ensuite une excitation légère mais distincte à l'idée d'un nouveau défi germé au plus profond de ma poitrine. Je n'étais plus lié par rien. Ma vie m'appartenait. Oui, papa, acquiesçai-je fermement. Ce serait un honneur pour moi d'y assister. Les yeux de Harrison, en entendant ma réponse, brillèrent d'une profonde satisfaction et d'une confiance inébranlable en sa fille. La porte d'un nouveau monde s'ouvrait désormais tranquillement devant moi. Plusieurs mois passèrent après que j'eus rejeté le lourd manteau humide de mon passé. Les saisons passèrent de l'hiver au printemps, et dans les jardins de la famille Sterling, les premiers crocus commencèrent à percer la terre autrefois gelée. Ma vie tournait autour de l'unique et certaine lumière qu'était la croissance de Léo. Calme et épanouissante. Le jour où il prononça pour la première fois le son « Maman », le jour où il se retourna pour la première fois. Chaque étape était un joyau précieux et brillant dans ma mémoire. Et puis, le jour du gala du sommet économique, que mon père avait prédit, arriva. Pour la première fois depuis longtemps, je pénétrai dans les profondeurs de mon vaste dressing. Là, les robes glamour que j'avais collectionnées à l'époque où j'étais célibataire, avant de rencontrer Caleb Thorne, dormaient tranquillement, privées de leur propriétaire. Elles me semblaient toutes appartenir à quelqu'un d'autre désormais. Après réflexion, je choisis une longue robe de la couleur de la mer profonde de minuit, exempte de toute fioriture inutile. Sa coupe simple mais parfaite accentuait magnifiquement les lignes de mon corps. Elle ne parlait pas de la flamboyance d'une jeune fille, mais de la confiance tranquille d'une femme mûre. Je m'assis devant le miroir et me maquillai, du fond de teint pour lisser ma peau, du fard à paupières pour donner de la profondeur, et enfin un rouge à lèvres d'une teinte rose atténuée. La femme dans le miroir n'était plus la créature pitoyable qui guettait les humeurs de son mari et subissait les piques de sa belle famille. C'était Cordelia Sterling, une personne qui avait reconquis sa dignité, qui possédait une force inébranlable et un amour-propre profond acquis grâce à la maternité. « Oh, Cordelia, tu es magnifique », murmura ma mère en entrant dans la chambre. Elle plaça doucement un délicat collier de diamants éparpillés autour de mon cou. « Vas-y, ma chérie. Ou peut-être devrais-je dire, bon retour là où est ta place. » À ces mots, je répondis par un sourire discret et complice. La grande salle de bal de l'hôtel Plaza était électrique de l'énergie des personnes qui dirigeaient le pays. La lumière des magnifiques lustres se reflétait sur les verres polis et les bijoux des femmes, se dispersant en d'innombrables particules lumineuses. Des géants de la politique, des titans de l'industrie, des icônes culturelles et les jeunes ambitieux cherchant à s'attirer leur faveur. C'était ce monde que j'avais autrefois méprisé et fui. Mais en pénétrant dans son tourbillon,
escorté au bras de mon père, Harrison Sterling, ce que je ressentis ne fut ni de la peur ni de la répulsion. C'était une douce exaltation, comme un général observant calmement le champ de bataille qu'il s'apprête à conquérir. « Harrison, ravi de vous voir. Et qui est cette belle jeune femme ?» Un ancien Premier ministre corpulent s'approcha de nous avec un sourire jovial. « Permettez-moi de vous présenter ma fille, Cordelia, » disait Harrison à chaque fois, et un regard de surprise, suivi d'une curiosité manifeste, passait sur le visage de son interlocuteur. La plupart d'entre eux connaissaient le scandale qu'avait enduré l'héritière Sterling. Mais en voyant la femme posée et digne qui se tenait devant eux, ils étaient visiblement décontenancés par le décalage entre l'héroïne tragique des commérages et la réalité. Je croisai leurs regards sans ciller, la tête haute. J'offrais un sourire parfait et un hochement de tête élégant. Mon assurance transformait instantanément leur curiosité vulgaire en respect. Du coin de l'œil, je pouvais voir mon père sourire de satisfaction. Plus l'heure tournait, tandis que mon père était en pleine conversation avec un vieil ami, le président d'une grande banque, je m'éloignai de la foule. Je me tins près du mur, sirotant une coupe de champagne et observant la foule. C'est alors qu'une voix masculine calme et intelligente s'exprima à mes côtés. « Vous devez être Cordelia Sterling. » Je me retournai pour voir un homme debout à côté de moi. Il semblait avoir la trentaine, vêtu d'un costume gris anthracite parfaitement ajusté. Son attitude était l'antithèse de l'ambition tapageuse de Caleb. Elle dégageait une confiance tranquille et une profonde culture. Ses yeux vifs et clairs témoignaient d'un intellect aiguisé. Pendant un instant, je fus sur mes gardes. Un homme inconnu qui m'abordait dans une soirée signifiait généralement l'une de ces deux choses, le désir ou une tentative calculée de se rapprocher du nom Sterling. « Je le suis », répondis-je, mon visage affichant un masque de parfaite politesse. « Et vous êtes ?» L'homme, nullement déstabilisé ni trop familier, inclina simplement la tête avec respect. « Pardonnez ma hardiesse. Je m'appelle Julian Vance. Je suis le fondateur de Vance Capital. » Vance Capital. J'avais vu ce nom dans les revues d'affaires. C'était une société d'investissement indépendante en pleine expansion qui avait remporté un succès remarquable ces dernières années en investissant dans des domaines de pointe comme l'IA et la FinTech. Son jeune fondateur, Julian Vance, était célèbre pour fuir les médias, son visage étant largement inconnu. Une figure mystérieuse mais puissante. « Monsieur Vance, j'ai entendu parler de vos travaux. Tout le plaisir est pour moi. Je m'entretenais avec Monsieur Sterling tout à l'heure et je vous ai aperçu. J'ai été si frappé par votre prestance que je me suis senti obligé de venir me présenter. S'il vous plaît, pardonnez-moi si je vous ai dérangé. » Ces mots étaient dépourvus du ton sycophante de la flatterie ou des mondanités sociales. Il exprimait seulement un sentiment sincère et authentique. « Pas du tout, » répondis-je, la glace de ma méfiance commençant à fondre un peu. Julien ne força pas la conversation. Il resta à mes côtés, sa coupe de champagne à la main, et regarda la foule. C'est une réception magnifique, mais parfois je me demande, derrière toute cette lumière scintillante, combien de talents restent invisibles. Ces mots firent écho en moi. C'était comme s'il parlait de mon ancien moi, enfoui sous la fausse personnalité de Caleb Thorne. N'est-ce pas votre travail, monsieur Vance, de débusquer ce talent précisément ? Ça l'est, dit-il. C'est l'œuvre de ma vie. Il se tourna ensuite pour me faire face directement pour la première fois. Ses yeux étaient incroyablement clairs. Mademoiselle Sterling, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous le dire, mais j'étais au courant de votre situation par les rapports peu bienveillants des médias. Mon cœur rata un battement, c'était donc cela qui l'intéressait. Mais les mots suivants de Julien prirent complètement le contre-pied de mes attentes. Cependant, en vous voyant ici ce soir, debout par vos propres moyens, si parfaitement sereine, je suis convaincu de l'absence de fiabilité de ces rumeurs. Vous êtes une personne bien plus forte et plus belle que je ne l'aurais jamais imaginé. Ces mots ne concernaient pas Caleb, ni ma famille, ni mon argent. Ils étaient un hommage clair et sans phare à Cordelia Sterling elle-même, la personne que tous les autres avaient soit plainte, soit ignorée. J'en perdis la parole. Je sentis une tiédeur envahir mes joues. C'était comme si une pierre chaude avait été jetée dans le lac gelé de mon cœur. Vous êtes trop aimable, fut tout ce que je réussis à dire. Pas du tout, dit Julien en secouant doucement la tête. Je crois qu'une personne véritablement forte n'est pas celle qui ne tombe jamais dans l'adversité. C'est celle qui, après être tombée,
c'est se relever de façon encore plus admirable. Puis, comme si de rien n'était, il changea de sujet avec élégance. Au fait, le tableau sur ce mur, c'est une œuvre de jeunesse de l'artiste américain Jackson Pollock, n'est-ce pas? Sa technique du dripping représente le chaos et l'énergie de la vie. En écoutant ces commentaires intelligents, je réalisais que, pour la première fois depuis bien longtemps, j'avais une conversation d'égal à égal avec un homme. Il ne s'intéressait pas à l'influence de mon père ni à la richesse de ma famille. Il s'intéressait simplement à moi en tant que personne et me témoignait du respect. J'en fus surprise de voir à quel point cela était agréable, et à quel point cela restaurait mon estime de moi-même. Bientôt, je sentis que mon père me cherchait. La soirée touchait à sa fin. Monsieur Vance, je crains de devoir y aller. Bien sûr. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. En disant cela, il tendit son smartphone. Un QR code pour échanger nos coordonnées figurait sur l'écran. Si cela ne vous dérange pas, j'apprécierais beaucoup de m'entretenir à nouveau avec vous sur l'art ou l'économie, mais s'il vous plaît, ne vous sentez pas obligé. Ses manières étaient si distinguées, si modestes. J'hésitai un instant, mais il semblait que ce que l'homme devant moi offrait n'avait aucune arrière-pensée, mais était un gage sincère de curiosité intellectuelle et d'amitié. Bien sûr, dis-je. Je sortis mon propre téléphone de mon petit sac à main et scannai le code. Après avoir échangé nos coordonnées, Julien sortit une petite carte de sa poche. En fait, une exposition spéciale des œuvres de Gerhard Richter ouvre au MoMA la semaine prochaine. Votre père a mentionné un jour que vous aviez une profonde appréciation pour son article. La carte était une invitation spéciale pour l'exposition. Si le cœur vous en dit, dit Julien Vance en me regardant droit dans les yeux avec un doux sourire. Voudriez-vous m'accompagner? Ces mots étaient un coup léger mais ferme frappé à la porte depuis longtemps gelée de mon cœur. Un vent nouveau, un monde nouveau, le pressentiment certain que ma vie allait redevenir colorée et vibrante emplit mon cœur d'une anticipation douce et légèrement poignante. La rencontre avec Julien Vance fut comme le premier rayon de soleil après un long hiver, annonçant enfin l'arrivée du printemps dans mon cœur. Notre visite de fin de semaine au musée d'art moderne, comme promis, fut bien plus qu'une simple visite artistique pour moi. Ce fut un moment véritablement privilégié. Julien parlait de l'art comme un expert, mais jamais d'une manière pédante. Devant les peintures photographiques de Gerhard Richter, il parla de la mémoire, des traces et de l'ambiguïté de la vérité. Devant les peintures de nuancier, il parla de la belle coexistence du hasard et de l'ordre, et il me demanda poliment mon avis. Chacun de ces mots était comme de l'eau fraîche pour ma curiosité intellectuelle, s'infiltrant dans mon âme assoiffée. Les rendez-vous avec Caleb avaient toujours tourné autour de ces vantardises et de restaurants haut de gamme destinés à satisfaire son ego. Il n'y avait eu aucun dialogue véritable, mais mon temps passé avec Julien était rempli de la joie gratifiante de deux esprits qui se rencontrent, résonnent et s'élèvent mutuellement. Alors que nous étions assis au café du musée par la suite, je me surpris soudain à dire « Je veux lancer quelque chose par moi-même ». Julien me regarda, surpris mais intrigué. Je pourrais travailler pour l'entreprise de mon père, je suppose. Mais je veux autre chose. Je veux bâtir quelque chose de mes propres mains. Pour les mères et les enfants qui souffrent comme j'ai souffert, incapables de parler ou de demander de l'aide. C'était une idée vague que je nourrissais au plus profond de moi depuis le jour où j'avais décidé, dans mon humiliation, de faire don de la Mébac. Julien acquiesça lentement et profondément. Ses yeux brillaient d'une lumière sincère, acceptant mes paroles non pas comme le caprice d'une riche héritière, mais comme le cri d'une âme humaine. C'est une idée magnifique, magnifique, Cordelia. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider, n'hésite pas à me le demander. Cette passion qui est la tienne aura sûrement le pouvoir de sauver beaucoup de monde. À partir de ce jour-là, mon monde commença à reprendre des couleurs à un rythme accéléré. Je présentai le projet à mon père. Je voulais créer une fondation caritative pour les mères et les enfants. Les yeux de Harrison se plissèrent de joie devant la première vision autonome que sa fille avait pour son avenir. Il réunit les meilleurs avocats, comptables et consultants de Sterling Holdings pour travailler avec moi. C'était bien plus qu'une aide financière. C'était la plus profonde expression d'amour d'un père, donnant à sa fille les armes et les boucliers les plus puissants pour réaliser son propre rêve. Je me jetai dans les préparatifs comme un poisson remis à l'eau. Je m'occupais de Léo pendant la journée, et une fois qu'il était endormi, je me plongeais dans d'immenses volumes de données dans mon étude et tenais des réunions en ligne avec des experts. J'absorbais les connaissances avec voracité,
comme pour rattraper les années où j'avais été isolé de la société. Je n'étais plus la femme fragile qui avait besoin de la protection de quelqu'un. J'étais une jeune reine avec une vision claire et une volonté inébranlable, bâtissant son propre empire. Julian Vance était également une présence constante en tant que conseiller fiable et bon ami. Il me fournit des informations sur les modèles caritatifs avancés de l'étranger et m'offrit des conseils avisés sur la gestion de la fondation, basés sur sa propre expérience de PDG. Notre relation était trop intellectuelle et sereine pour être définie simplement comme une idylle. C'était plutôt un partenariat d'âme qui se respectait profondément en tant qu'individu et trouvait de la joie à grandir ensemble. Un jour, en revenant des bureaux que j'avais loués pour les préparatifs de la fondation, je regardais par la vitre de ma voiture lorsqu'une vision familière mais répugnante croisa mon regard. Dans un quartier commercial délabré, un peu à l'écart du centre-ville, devant un restaurant miteux, un homme en bleu de travail taché d'huile était accroupi sur le sol avec d'autres journaliers, mangeant un hot-dog rassis. Son dos était voûté comme celui d'un chat errant. Ses yeux vagues semblaient maudire le monde entier. C'était Caleb Thorne. La voiture passa sans s'arrêter. Je jetai un seul coup d'œil à sa silhouette à travers la vitre. Je ne ressentis rien. Ni colère, ni haine, pas même de la pitié. C'était la même chose que de voir une pierre sur le bord de la route. L'homme qui avait été autrefois mon monde entier n'était plus qu'une partie d'un paysage inconnu, sans aucun lien avec moi. Il vivait la vie qu'il avait choisie, et je vivais la vie que j'avais choisie. C'était tout. À cet instant, je compris clairement que j'étais véritablement libéré du passé. Il n'avait plus une seule ligne dans l'histoire de ma vie. Par un doux après-midi de dimanche, alors que les cerisiers en fleurs du printemps battaient leur plein, je me promenais dans un grand parc avec Léo et Julian. Léo faisait des pas chancelants sur la pelouse, perdant parfois l'équilibre et s'affalant sur l'herbe douce. À chaque fois, Julian riait et disait, doucement, Léo. Joli coup, tout en le ramassant doucement. La scène était si naturelle et chaleureuse. Elle me donnait l'agréable illusion que nous passions tous les trois notre temps ainsi depuis très longtemps. Nous marchions lentement sous la voûte des cerisiers. Les pétales qui tombaient flottaient sur nous comme une bénédiction. Cordelia, dit doucement Julian. Oui. Le nom de ta fondation, Stella Marie, l'étoile de la mer. C'est un nom magnifique. Merci. J'espère qu'elle pourra être un petit phare d'espoir pour les mères perdues en mer dans la tempête, comme l'étoile polaire pour les marins. Elle le sera. Je sais que tu vas y arriver. En disant cela, Julian posa doucement sa main sur la mienne. Elle était chaude et forte, non pas de la force dominatrice de Caleb, mais d'une force de soutien et de protection. Je n'en fus pas surprise. Je serrai simplement sa main en retour, doucement. Aucun mot n'était nécessaire. Il n'y avait pas besoin de déclaration d'amour passionné entre nous. Il n'y avait que la certitude inébranlable que nos âmes étaient tranquillement, sûrement attirées l'une vers l'autre. De mon autre main, je tenais doucement la main de mon fils qui trottinait. Dans ma main droite, la petite main douce de mon fils bien-aimé. Dans ma gauche, la main large et chaude d'un partenaire que je respectais et en qui j'avais confiance. Je levai les yeux vers le ciel. Il était d'un bleu vaste et sans nuages. Il y avait eu un temps où j'avais regardé ce même ciel, écrasé par le désespoir. Un temps où j'avais pleuré d'humiliation et maudit le monde. Mais aujourd'hui, ce ciel semblait infiniment doux, bénissant mon avenir sans limite. J'avais mon père. J'avais ma mère. J'avais mon fils bien-aimé. Et j'avais un partenaire avec qui marcher vers l'avenir. Mon mariage avec Caleb Thorne avait peut-être été la plus grande erreur de ma vie, mais c'était grâce à ces jours infernaux que j'avais appris ce qu'était le véritable bonheur et la valeur de me tenir debout par mes propres moyens. Je n'étais plus l'accessoire de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas la femme fragile qui ne pouvait pas survivre sans la protection de quelqu'un. J'étais Cordelia Sterling, une mère, une femme, et l'unique protagoniste de sa propre vie. Maman, m'appela Léo d'une voix claire à mes côtés. Je me penchai et donnai à mon fils le baiser le plus doux du monde. Ma vie, au sens le plus vrai, venait tout juste de commencer. Il y aurait peut-être des difficultés à venir, mais je n'avais plus peur de rien. Ma place était ici, dans la douce lumière du soleil. Le son de nos trois voirieuses résonna à travers les cerisiers en fleurs.